Françoise Sagan. Nous rendions visite à Jean Rochefort pour lire une des pièces de Françoise. Nous partons en voiture et sur la route, elle voit un panneau annonçant « Étang de Hollande ». « Oh, Jean-Pierre, vous connaissez ?»« Ah non. Alors on y va. » On roule donc vers Ville-d'Avray, et une fois arrivée, elle descend, je la suis. Elle observe longuement, sans dire un mot, un paysage brumeux, totalement désespéré. Elle se tourne vers moi et me dit « Vous voyez, Jean-Pierre, ici, c'est un endroit formidable pour rompre. On rentre ?» Saint-Germain-des-Prés, dans mes années lycéennes, c'était déjà mythique. Boris Vian, le Flore, les Deux Magots, les théâtres Babylone, le théâtre du Vieux Colombier, c'était un peu notre Hollywood. J'ai habité rue Guénégaud, puis rue Bonaparte, et enfin au croisement du boulevard Saint-Germain et de la rue des Saints-Pères, à quelques pas de l'appartement qu'occupa Guillaume Apollinaire, ce qui me plaisait terriblement. Avant de gagner Boulogne, parce que je pouvais y jouir d'un beau jardin. Précy-le-Sec dans l'Yonne fut mon village d'enfance. Saint-Germain-des-Prés, celui de ma jeunesse. Avec mes camarades du conservatoire, nous y avons passé les années 50. On le parcourait en tous sens, traînant dans des bouges infâmes, se prenant pour des personnages de Scott Fitzgerald. C'était un terrain de jeu exaltant, l'on s'inventait des romans. Ouais, nous étions comme des enfants jouant aux Indiens. À l'époque, il y avait des commerces, des librairies partout, des bistrots, qu'aucun décorateur ne s'était mal avisé de redécorer. Aujourd'hui, on va à Saint-Germain, mais plus personne ne semble y habiter. Bien sûr, ça me chagrine de voir le quartier transformé en galerie commerciale de luxe, d'entendre dans les cafés le jazz d'hier remplacé par des musiques impersonnelles et interchangeables. Mais les lieux que j'ai connus réapparaissent lorsque je m'y promène, les images passées se substituent à ce que je vois aujourd'hui. C'est le privilège d'être riche en souvenirs. Je me débarrasse sans effort du présent en échange des images et des sons d'hier. Henri Salvador, Henri. Ma mère m'emmenait voir ses spectacles lorsque j'étais enfant. Autant dire que j'étais ému de dîner enfin avec lui pour la première fois il y a 10 ans. Au terme de la soirée, il m'a pris par la manche pour me dire « J'ai l'impression que je te connais depuis toujours. » L'accueil qu'il me réservait avec sa femme Catherine était celui d'une famille. Jamais pris en défaut d'élégance, de gaieté. Il était expansif autant que pudique. En une accolade sans dire un mot, l'émotion nous étreignait. Plus tard, il m'a fait une confession qui m'a bouleversé. J'ai eu 2 amis que j'ai aimés comme des frères, Boris Vian et toi. Il me manque terriblement. Satisfaction, c'est atteindre un état d'harmonie avec ceux que l'on a admirés, c'est être montré fidèle à un idéal de jeunesse. Lorsque je remonte le temps, je me souviens de ceux qui ont été importants dans ma vie et pas nécessairement des maîtres. Non, il peut s'agir de rencontres fugitives qui ont pourtant laissé des traces et dont j'essaie d'être digne. Séduction. Devenir comédien pour plaire ne m'a jamais effleuré l'esprit. J'ai souvent joué des personnages baroques, éventuellement lubriques, mais chez moi le désir de plaire n'était pas une priorité. Je n'étais pas en concurrence avec Cary Grant. Au quotidien, c'est la même chanson. Si je ne plais pas, je m'en balance totalement. Le hasard a guidé mes débuts. Je ne suis pas devenu acteur pour combler une blessure narcissique ou flatter un amour-propre hypertrophié.
Joël Seria, ni faiseur, ni metteur en scène classique, il a un ton presque célinien dans sa liberté quasi anarchiste, qui n'appartient qu'à lui, mais qu'il a bien voulu partager avec moi. Il m'a permis d'abandonner les personnages plus conventionnels que l'on me faisait alors jouer et m'a invité dans son monde. J'ai une tendresse immense pour les rôles qu'il m'offrit dans Comme la lune ou Les galettes de Pont-Aven. Ce dernier a bien failli ne pas se faire. Seria manquait d'argent. Belmondo en parla à un acteur qu'affectionnait Lelouch, Charles Gérard, un de ses proches amis, qui proposa de compléter le financement. Le destin des films que j'ai faits avec lui me paraît mérité, pas tant par ma présence, que pour ce qu'il offre de singularité et d'imprévisibilité, de cocasserie, mais aussi de mélancolie. C'est souvent l'ambiguïté d'une œuvre qui lui accorde la postérité. Ces personnages se présentèrent à moi comme un voyage. Ils me convenaient. Ils me laissaient de la place pour inventer, trouver, ou tout du moins chercher. On peut rarement être satisfait de son travail, mais sur le coup je n'étais pas mécontent. Ils sont venus rompre ce qui ressemblait peut-être à de l'habitude. Lorsqu'on s'y enlise, il est grand temps de virer de bord. Ah, c'était une bénédiction, parce que je ne sais rien faire d'autre à part regarder les arbres, lire, voyager, visiter les expositions, traîner. Soit rien qui ressemble à une autre carrière possible. Service militaire. J'ai eu beau brûler un cierge à l'intention du diable et vendre mon âme à l'église, ou l'inverse, je n'ai pu y échapper. Dans mon infortune, j'ai eu de la chance. La directrice du théâtre Marigny, Madame Volterra, m'avait engagé pour jouer L'amour des 4 colonels, une pièce écrite par Peter Ustinov, et, craignant à tort que je ne sais au charme du maniement des armes et des exercices dans la boue, m'avait pistonné pour que je sois plus ou moins planqué auprès du commandant Liège, notoirement fou de théâtre, qui demandait uniquement des places en retour et des cachous. Oh, puis il en consommait d'extravagantes quantités. Claude Berry, à qui j'avais raconté mes aventures, se servit de ce détail pour son film Le Pistonné. Il me permettait d'aller jouer le soir et d'être de retour après l'extinction des feux, m'accordant le genre de privilège dont il ne jouissait peut-être pas lui-même. Je me garais à côté de la caserne, montais sur le toit de ma voiture, jetais une couverture sur les barbelés pour regagner mon baraquement. Les élèves du Conservatoire national d'art dramatique inspiraient un curieux respect aux officiers qui s'imaginaient sans doute que nous remplissions une mission patriotique. J'y ai rencontré mon ami Georges Kiechman, caporal, quand j'étais troufion. Je devais donc le saluer. Aujourd'hui, il est commandeur de la Légion d'honneur. Moi, je suis officier. Je suis toujours tenu de le saluer respectueusement. Solitude. J'aime autant être seul que rencontrer des gens, ce qui est assez paradoxal. À moins d'avoir une schizophrénie en floraison incessante. Je prends beaucoup de plaisir à la conversation et n'aime rien tant qu'on me foute la paix. Je suis un misanthrope mondain, un solitaire bavard. Ski nautique. En 1971, de retour d'Italie, où j'avais tourné 4 mouches de velours gris de Dario Argento, j'ai rendu visite à mon ami Jean-Paul Belmondo au Cap Ferrat. J'ai attrapé une grippe effroyable, médiévale en faisant du ski nautique. Qui eût cru qu'il y avait autant de microbes en pleine mer? Mais pas moi.
Depuis, les vertus de l'exercice physique me semblent grandement exagérées et je m'en abstiens. Personne n'est jamais tombé malade en restant à lire sur son canapé devant un feu, que je sache. Ah, on risque peut-être de s'endormir et de laisser la maison s'embraser, je l'accorde. Siffler. Ah, on le sait peu, mais je siffle très bien. Si je n'avais pas été comédien, j'aurais probablement fait clochard siffleur. Silence. Que le cinéma revienne au muet me plairait bien. J'ai toujours préféré les gens de peu de mots, qu'ils soient amis ou écrivains, ou de peu de notes pour les musiciens. Alors j'ai horreur des bavardages, des paroles vaines, des phrases creuses, ou des musiques qui s'affaissent en digression. On ignore trop souvent que le silence a des qualités différentes, qu'il peut se nuancer de subtiles variations, proposer un autre langage, être creusé. C'est une mine de sensations. On ne s'ennuie jamais à l'écouter. Je croise parfois Patrick Modiano, que je connais depuis une quinzaine d'années, et nous sommes toujours très heureux de nous voir. Nous marchons alors en silence, essayant de nous parler sans jamais y parvenir autrement qu'avec des esquisses de phrases, et l'on se comprend très bien ainsi. Un jour, nous fîmes 3 fois de suite le même parcours d'environ 200 mètres, dans un sens, puis dans l'autre, ne voulant pas se quitter, à échanger des onomatopées. Eh bien, nous nous séparâmes enchantés. Dans le jeu, le silence est essentiel et prouve bien qu'on peut faire passer une émotion en se taisant. Mais je ne comprends pas pourquoi il en serait autrement au quotidien. Soirée littéraire, j'en passerais volontiers une avec Flaubert, et Hemingway et Tchekhov. Ma grande sœur, ma grande sœur Nicole est de 12 ans mon aînée, et accusait une ressemblance frappante avec Daniel Darieux, ce dont je m'enorgueillissais à sa place. Sa vie est rocambolesque, elle a été comtesse, puis mariée à un entrepreneur dont la famille possédait des plantations de caoutchouc en Indochine, ensuite départ dans un cabaret. Elle s'est occupée d'un élevage de chiens, puis cultiva des pommes. Si elle a connu des fortunes diverses, je ne l'ai jamais entendue se plaindre, et son affection protectrice ne m'a jamais fait défaut. Souvenirs, je vis parmi eux. Ils sont essentiels à ma vie. Beaucoup des lieux de mon enfance et de ma jeunesse subsistent encore, et les moments qui leur sont associés vivent avec eux. Et lorsque j'y suis avec ma femme, ils existent au présent. Dans la solitude et la rêverie, je remonte le cours du temps, sans que j'en sois jamais attristé. Ma nostalgie est sereine, elle charrie plus de diamants que de barbelés rouillés. Désolé de faire le malin, mais mon penchant à la remémoration fait que Proust est si important pour moi. Je ne comprends sans doute pas la philosophie de ses livres, mais ce rapport au temps où l'on se promène comme chez soi m'est naturel. J'ai été gâté par la vie. Je me balade donc sans chagrin dans le passé et reviens sans déplaisir du côté du présent. Steak. Je tournais 4 mouches de velours gris sous la direction de Dario Argento. Le premier jour, nous déjeunons ensemble, il commande un steak énorme. Il n'y touche pas, sort de sa poche une boîte, en fait tomber 2 pilules,
les avale, remue sa viande, comme ça, du bout des couverts, les repose et la renvoie en cuisine. Alors là, je me suis dit qu'on se marrerait bien. En effet, la coach d'anglais qu'il avait embauchée arrivait à nos rendez-vous complètement bourrée, et je ne comprenais pas un traître mot de ce qu'elle me racontait. Le succès. Dans ce métier, le succès est toujours relatif. Au contraire de la réussite objective et incontestable d'une carrière dans l'administration ou l'armée, que l'on peut mener en étant dénué de toute espèce de talent. Mais l'inverse est également vrai. La mode ou le goût du jour sont pour beaucoup dans l'approbation ou l'indifférence du public. Mais il suffit d'un film pour considérer ne pas s'être trompé. Charles Laughton n'a réalisé que La Nuit du chasseur, un chef-d'œuvre qui fit de lui un immense cinéaste. Je suis partisan du juste milieu, ni four lamentable, ni succès excessif. J'ai dû jouer 600 fois La preuve par 4 de Félicien Marceau pendant 3 ans. Le directeur du théâtre ne se tenait plus de bonheur, mais je dois dire que j'en avais un peu marre. Dire 600 fois les mêmes mots, au même moment, à la même heure, tous les soirs, ça relève de l'épreuve métaphysique. Et certains auteurs ne supportent pas que l'on change une ligne de leur texte, histoire de se distraire un peu. Jean Anouilh se mettait dans de terribles colères dès que je m'écartais de ses dialogues. En répétition, j'avais soupiré en réponse à ses reproches. « Oh non, mais ce passage me fait chier !» À quoi il répondit « Écoutez, Marielle, allez-y, mais revenez-nous vite. » Le succès, c'est aussi la joie de pouvoir dire certains mots. Dans Pom 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 de Jacques Audiberti, je devais dire « Elles en connaissent un bout, les femmes de Passy, dans l'os du jambon de la vie. » Vous entendre Galabru dire tous les soirs de représentation des Poissons rouges de Jean Anouilh « Un jour, j'aurai une bonne et je lui en ferai baver. » Vous voyez, c'est une notion assez relative. Talent que j'aurais aimé avoir, incontestablement, celui du musicien. Ah, quel bonheur que de produire de la beauté à partir de rien, quand le comédien est assujetti à un texte. Eh oui, une mélodie banale entre de bonnes mains peut s'épanouir, tandis que le bottin, même lu par Michel Simon, ne présenterait guère d'intérêt au-delà d'une page ou deux. Téléphone aux abonnés absents. Il implique l'obligation de parler, d'avoir quelque chose à dire. En tête-à-tête, le silence est beau. Au téléphone, il grésille. Télévision. Avant la création du câble, merveilleux grenier où sont entreposés les films que j'ai aimés, j'observais la ligne de conduite fixée par Orson Welles. Lorsque je sors de chez moi, j'allume la télévision. Lorsque je rentre, je l'éteins. Tête. Certains trouvent que j'ai une tête d'acteur. Eh bien, moi, pas. J'ai une tête de rien. Au fond, c'est peut-être mieux pour être comédien avoir une tête de rien, pour tout jouer. Je suis passé directement de l'enfant à l'adulte, sans passer par la case Minet. Je peux jouer le gamin ou le vieil homme, c'est pratique. Les directeurs de casting m'adorent. Je jouais les vieux à 20 ans, ce qui faisait économiser aux producteurs l'embauche d'un comédien plus âgé, donc plus cher. Peut-être qu'un jour, je serai un Minet de 90 ans et je piloterai une Alfa Romeo. Tirade préférée.
La fameuse scène d'Hamlet. Être ou ne pas être. Ah oui, ça on trouve difficilement mieux. Ah si, chez Corneille. Prends un siège, Cinna, prends. Et sur toute chose, observe exactement la loi que je t'impose. Prête, sans me troubler l'oreille à mes discours, voir acte 5, scène 1 de Cinna pour la suite. Topor, Roland Topor. Ah, blasphématoire, grossier. Ah, mais jamais vulgaire, il m'enchantait. Il se marrait perpétuellement, comme s'il ourdissait sans cesse de nouvelles blagues furieuses. Il est aussi de ces disparus que je m'attends à rencontrer au coin de la rue. Jean Tierney. Ah, je la chéris entre toutes les actrices. Charmante et candide, d'une beauté qui fait mal aux dents. Elle avait une fêlure qu'elle ne cachait pas, elle ouvrait la porte sur un ailleurs, imprévu. Elle dérangeait le réel, transgressait la norme du comédien. Tournée. Dès que j'ai commencé à en faire, vers mes 25 ans, j'en ai pris le goût. Ah, c'était pourtant assez folklorique. Nous voyagions en autocar et devions décharger les malles de costumes, installer des décors. Les défraiements étaient médiocres, mais ce n'était pas une mauvaise façon de ne pas oublier d'être modeste. Lors d'une tournée au Maroc, je devais non seulement partager une chambre avec un comédien, mais aussi le lit. Ce n'est rien de dire que nous étions mal à l'aise. Plus tard, j'ai fait des tournées princières organisées par les producteurs et directeurs de théâtre Georges Herbert et Marcel Carcenti. Nous étions reçus avec effusion officielle partout où nous allions. Nous descendions dans des hôtels magnifiques. Nous faisions des repas sybaritiques et jouions dans des théâtres superbes. Dans ces circonstances, on ne regrette pas d'être de cette confrérie. Sur la route, avec Robert Hirsch et Jacques Charon, des maîtres, il y avait une ambiance de saltimbanque molièresque qui me donnait le sentiment, peut-être pour la première fois, de participer, certes humblement, à l'histoire d'un métier, que cet exercice curieux avait un passé, que nous honorions une tradition. On s'amusait formidablement. À Séville, au sortir d'un dîner, Robert Hirsch, s'imaginant qu'il était Rosine, se fit une robe d'une nappe, dansa dans les rues et joua des castagnettes avec des coquilles Saint-Jacques vides. Sur un autre spectacle, Jacques Charon me conseilla, sérieusement ou par malice, de m'épiler les sourcils pour m'éclaircir le regard. Il ne me serait pas venu à l'esprit de ne pas lui obéir, mais j'ai eu la main lourde et dû en contrefaire au charbon pour donner l'illusion que je ne sortais pas d'un cabaret de travestis. Le résultat était pour le moins curieux. Trac. Débutant, il déséquilibre. Et plus vous vous acharnez à vous en défaire, plus il saisit à la gorge. L'âge et l'expérience en ont raison. Il s'estompe, vous le négligez, et il vous rend l'appareil. Au cas où il se manifeste, lors des premières représentations, j'ai mis au point une parade élémentaire. J'arrive très en avance dans ma loge. Je lis ou fume, lumière éteinte, quitte à inquiéter mes partenaires venant me saluer. Trait de caractère. J'ai la faiblesse de penser que je suis indulgent. Je pardonne facilement. J'essaie toujours de comprendre les autres, de leur trouver des
Motif raisonnable. Bon, je les invente s'il le faut. Cette indulgence s'applique aussi à moi. Je reconnais volontiers être parfois dans l'erreur, mais m'en excusant aussitôt. Seulement, je peux être aussi terriblement rancunier, ou être incapable de me défaire d'une mauvaise première impression que rien ne fonde, ou être enthousiasmé par une rencontre, mais alors sans discernement. Ainsi, on peut dire que mon principal trait de caractère, c'est la versatilité. Transparence. Ah, alors là, mon idéal n'a jamais été la célébrité, mais de disparaître sous le métier, de me fondre dans le paysage, d'être transparent. Vous voyez, de ne même plus imprimer la pellicule, d'atteindre un état liquide et de jouer dans une pièce avec pour seule réplique, en effet. Après si, mes voisins sont paysans et se moquent bien de ce qui ressemble de près ou de loin à un statut social. Ils s'en méfient plus qu'ils n'en sont impressionnés. Si j'y vais aussi souvent, c'est au moins autant pour retrouver quelque chose de mon enfance que pour me retirer du monde. Au moins, provisoirement, n'y être pour personne. À peine pour moi. Je comprends les auteurs qui disparaissent, comme Salinger, ou qui écrivent des livres de plus en plus brefs, jusqu'à ne plus écrire du tout.